Bonjour à tous et bonjour à toutes. D'abord, je voudrais vous remercier d'être présents ce soir pour la conférence que le professeur Antoine Compagnon va vous donner sur un thème numérique. Quelques mots. D'abord, vous remercier, professeur Compagnon, d'être avec nous ce soir. Cette présence rentre dans le cadre d'un accord et d'une convention que l'Institut français de Roumanie a passé avec le Collège de France. Depuis maintenant 2 ans, nous recevons périodiquement des professeurs du Collège de France donc, qui viennent en Roumanie pour faire des conférences dans les universités, à l'Académie roumaine, à l'Institut français. Et tout cela pour créer des ponts, des relations et peut-être initier des thèses en co-tutelle, des bourses postdoctorales. En tout cas, pour initier des ponts entre les différents centres de recherche roumains et français, c'est important pour nous de le faire. Professeur Compagnon, que j'accompagne depuis 1 journée et demie, j'ai appris beaucoup sur lui et je ne savais pas initialement qu'il avait commencé par des études scientifiques. Il est polytechnicien, il est ingénieur des ponts et je dirais tout à coup, il lui a pris l'idée et l'intérêt, mais je pense qu'il l'avait avant, de travailler dans le domaine de la littérature. Et donc c'est dans ce domaine qu'il a excellé. Mais je pense qu'avec la conférence qu'on a eue hier, on a constaté qu'il y avait quand même une certaine transversalité dans son œuvre. Et cette transversalité me paraît intéressante. Alors, vous êtes critique littéraire, hein, à la fois héritier et critique du structuralisme, dont le chef de file fut Roland Barthes. Alors, vous êtes professeur de littérature française à l'université de Paris-Sorbonne et à l'université de Columbia. Vous séparez votre temps dans l'année. Entre 2006 et 2011, vous êtes membre du Haut Conseil de l'Éducation et entre 2006 et 2013, du Haut Conseil de la Science et de la Technologie. Et depuis 2006, vous occupez au Collège de France la chaire de littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie. Vous avez évidemment écrit de nombreux ouvrages, dont 4 ont été traduits en roumain, 2 par un éditeur à Cluj, je crois, et 2 à Bucarest. Les exemples, la Troisième République des lettres, Les Antimodernes de Joseph de Maistre à Roland Barthes, Baudelaire, l'Irréductible, Un été avec Baudelaire et Petit spleen numérique, qui introduit un peu ce qui va se passer ce soir. En tout cas, merci encore d'être présent avec nous et je vous souhaite à tous une bonne conférence. Merci. Je prête ceci. Merci de votre accueil dans cette belle salle que je découvre. Vous avez évoqué Roland Barthes en me présentant. Je sais que Roland Barthes a été présent dans cet institut à la fin des années 40. Évidemment, cette salle n'existait pas, mais pensons à lui, à sa présence ici en parlant ce soir. Alors, je vois qu'il y en a un certain nombre qui entrent maintenant, donc je les laisse entrer et s'asseoir avant de commencer. Alors, on m'a demandé de parler du monde numérique ce soir, parce qu'il n'avait pas échappé à quelqu'un que je n'ai pas rencontré, mais qui a organisé ce voyage, qui s'appelle Vincent Bossiro, qui est parti depuis, et c'est lui qui m'a demandé de vous parler du numérique. Parce que j'ai publié il y a quelques mois un livre qui s'appelle Petit spleen numérique. Et ça ne lui avait pas échappé, donc il m'a demandé de vous parler de cela. Ce livre, c'est le produit d'une chronique que j'ai tenue pendant quelque temps dans ce qu'on appelle en français, en bon français, un pure player, terme qui n'existe pas en anglais d'ailleurs. Un pure player, c'est un journal qui n'existe que dans le monde numérique en français. En anglais, je ne sais plus comment on dit, mais on ne dit pas comme ça. Et c'est une chronique que j'ai donc tenue dans le Huffington Post lorsque la version française a commencé il y a quelques années. Bon, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui
un blog, encore un bon vieux terme français. Donc c'était un blog dans un pure player. Et lorsqu'on m'a proposé de le faire, au lancement de la version française du Huffington Post, ça tombait bien. Ça tombait à un moment où j'avais envie de réfléchir aux incidences de ce monde numérique, de cette culture numérique sur mon existence, sur notre existence, hein, en me prenant un petit peu comme une sorte de monsieur tout le monde, affecté comme les autres par cette nouvelle culture. J'avais envie de réfléchir aux incidences des plus banales aux plus importantes ayant trait à la profession, à la recherche, à l'enseignement. Et donc quand ils me l'ont proposé, je me suis dit qu'il y avait un sujet qui était intéressant et je me suis contraint pendant à peu près 1 an et demi à écrire un article à peu près chaque semaine, parce que je me suis dit que si je laissais passer trop de temps entre les articles, je n'observerais pas ma vie numérique. J'ai donné comme titre ce soir « Vivre numérique ». Je n'observais pas la manière dont je vivais ce nouveau monde. Et puis, cette chronique, je l'ai tenue pendant à peu près 1 an et demi, ce blog. Au bout d'1 an et demi, j'ai eu l'impression que je commençais à me répéter, qu'il n'y avait plus trop de nouveautés, que j'avais fait le tour de ma vie numérique à ce moment-là. Et puis, je l'ai oublié. J'ai oublié cette chronique. Et puis, il y a quelques temps, l'année dernière, je suis allé faire des conférences. Je suis allé faire des conférences à Lomé, au Togo. Et là, il y a quelqu'un à Lomé qui m'a dit « Mais votre chronique du Huffington Post, que j'ai lue attentivement, vous devriez la publier, l'ensemble. Et il faudrait la publier pas trop tardivement, parce que c'est un monde qui change tellement vite que si vous ne le publiez pas tout de suite, ça sera complètement ancien. » Alors j'ai décidé de la réunir, de la réécrire un peu et de la publier en mettant à jour, en actualisant certaines des chroniques pour dire ce qui avait eu lieu entre-temps, depuis le moment où je les avais publiées dans le Huffington Post. Et bien sûr, maintenant que le livre est publié, il est un peu daté, parce que les choses vont très vite dans ce monde numérique. Et aujourd'hui, je voudrais aussi aborder un certain nombre de points qui n'étaient pas encore d'actualité quand j'ai tenu cette chronique, des choses qui ont eu lieu depuis. Hein. Pour donner un exemple, depuis que j'ai tenu cette chronique, j'ai une montre connectée. Bon, je n'avais pas de montre connectée il y a 2 ans parce que ça n'existait pas. Alors, il faudrait que je fasse une chronique sur la montre connectée et dire, puisque c'est tout ça la perspective du livre, c'est dire tous les avantages et les inconvénients, hein, comme on dirait en anglais, pros and cons du monde numérique. Hein. Le progrès, comme je dis justement quand je réfléchis aux antimodernes, tout progrès implique un regret. Donc, on fait des progrès, mais il y a des choses que l'on regrette. Alors, je vous raconte une anecdote à propos de cette montre connectée, pour vous montrer comment le monde change très vite. J'ai acheté cette montre connectée là, que voici, très visible, avec son bracelet orange. J'ai choisi le bracelet le plus visible qui soit pour qu'elle soit remarquée. Et je l'avais depuis à peu près 1 semaine quand je suis allé faire une conférence à Saint-Dié dans les Vosges. Saint-Dié dans les Vosges, où il y a chaque année un festival de la géographie qui est assez réputé. Et je vais faire la leçon inaugurale de ce festival de la géographie. Et j'ai commencé cette leçon inaugurale. Bon, j'étais assez fatigué parce que je débarquais de New York en passant par Londres. C'est ça, le monde numérique.
on va assez vite d'un lieu à l'autre. Je commence cette conférence et pendant tout le temps que je faisais cette conférence, pendant 1 heure, ma main tremblait. Il y avait tout le temps des impulsions dans mon bras. Ma montre vibrait et je ne savais pas pourquoi. Je ne savais pas pourquoi parce que je ne la connaissais pas encore, cette montre diabolique. Et je n'osais pas interrompre ma conférence pour voir ce qui se passait dans ma montre. Et au bout d'1 heure de parole, j'ai pu consulter ma montre magique et découvrir que dans la salle, il y avait un journaliste qui, au fur et à mesure que je parlais, envoyait des tweets sur ce que je disais. Et chaque fois qu'il envoyait un petit message pour répéter ce que j'étais en train de dire, je recevais des vibrations. Et on avait l'impression dans la salle que j'avais la maladie de Parkinson et que je tremblais tout le temps. Du coup, j'ai compris qu'avant de faire une conférence, je devais couper ma montre numérique, la mettre sur mode avion, comme on dit, pour ne pas trembler pendant une conférence. Donc, si vous envoyez des tweets, ça ne me dérangera pas, puisque la montre... Vous voyez, voilà le type de chronique que j'aurais pu faire, qu'il faudrait faire, parce que ce monde change très très vite, jour après jour, et cette numérisation bouscule nos modes de vie à une très, très grande vitesse. Alors vous l'avez compris, je suis au fond ni technophile ni technophobe. Hein. Bon, ça nous renvoie à ce livre sur les antimodernes. Je suis curieux de cette modernité technique et en même temps, j'essaye, par rapport à cette modernité technique, de garder une distance raisonnable. Peut-être que vous l'avez rappelé, j'ai une formation d'ingénieur et je pense que même si je suis devenu littéraire, je conserve un goût pour la technique en général, pour l'innovation, pour la science. Pour la science. Il m'arrive souvent de regretter que la culture littéraire des Français soit insuffisante, mais je regrette encore plus quand leur culture scientifique soit nulle. Je pense qu'il est important d'avoir une culture scientifique comme une culture littéraire, et je suis très hostile à la théorie des 2 cultures, trop souvent répandue. Donc, j'aime assez les objets techniques, j'aime bien les sentir, je dirais, un peu du dedans. Vous avez dit que j'étais élève à l'école polytechnique. Un des exercices qu'on avait à l'école polytechnique, c'était de démonter un moteur de Jeep et de le remonter. Et c'est un bon exercice de démonter un moteur de voiture et de le remonter pour savoir comment ça marche, une voiture. Une fois qu'on a fait ça, on peut réparer sa voiture tout seul. La première voiture que j'ai eue, qui était une voiture très simple, c'était ce qui s'appelait une Renault 4 à l'époque. C'était une voiture élémentaire. On pouvait la réparer tout seul. On pouvait tout faire avec sa voiture tout seul. Il n'y a pas si longtemps. Il n'y avait pas 1 gramme d'électronique dans une voiture il y a 40 ans, donc on pouvait tout faire tout seul, tout réparer tout seul. Évidemment, une fois que l'électronique est arrivée dans les voitures, même les garagistes ne peuvent plus les réparer. Ils disent « Ah, c'est l'ordinateur qui ne marche plus, il faut le changer. » C'est la seule solution dans toute voiture aujourd'hui que les garagistes ne savent pas réparer. Mais quand on avait ces voitures, il n'y a pas si longtemps, je me souviens qu'avec cette voiture, l'un de mes plaisirs, c'était de changer de vitesse sans débrayer. Si on entendait très bien le bruit du moteur, si on avait l'impression d'être dans le moteur, à son écoute, de vivre avec le moteur, il n'y avait pas besoin de débrayer pour passer de seconde en troisième. Les pignons étaient bien usés et ça passait tout seul.
Ben, voilà, le sorte de plaisir qu'on peut avoir avec le monde numérique quand on essaye de vivre un peu dedans. C'est un petit peu aussi comme quand on vit dans les mathématiques, c'est pareil, hein, ou dans la littérature, il faut vivre dans ce qu'on fait pour pleinement l'apprécier. Vous vous souvenez sûrement de la première page de La Recherche du temps perdu, du côté de chez Swann, de Proust, où le narrateur lit un livre avant de se coucher, et puis il rêve qu'il est dans le livre, qu'il est un élément du livre. Il rêve qu'il est une église, qu'il est un quatuor, qu'il est la rivalité de François Ier et de Charles Quint. Voilà quel peut être le rapport qu'on pourrait avoir avec la technique, avec un moteur. Bon, une des conséquences de cela, c'est que je déteste les modes d'emploi, tout mode d'emploi. Ce qui est bien avec le monde numérique, c'est que les modes d'emploi ne servent à rien. On ouvre ces engins, et si on ne peut pas se débrouiller sans mode d'emploi, c'est qu'ils sont mal faits. Dans le passé, quand on avait affaire à des engins qui étaient moins adaptés au monde numérique, il était indispensable de lire les modes d'emploi. Par exemple, je me souviens du premier ordinateur que j'ai eu, on était obligé, du premier micro-ordinateur, au début des années 1980, on était obligé de commencer par lire le manuel de ce qui s'appelait le DOS à l'époque. Si on n'avait pas lu le manuel et compris un certain nombre des instructions, on ne pouvait pas utiliser l'ordinateur. Aujourd'hui, lorsque vous achetez n'importe quel engin du monde numérique, il n'y a pas de mode d'emploi. Il n'y a pas de mode d'emploi, vous l'ouvrez, et comme on dit, c'est en anglais, je ne sais pas comment on dirait en français, c'est hands-on approach. On apprend, on ouvre et on apprend sur le tas. Et si ça ne marche pas, c'est que l'engin est mal fait. Alors qu'auparavant, si on n'utilisait pas le mode d'emploi, qu'on attendait d'avoir cassé la machine à laver, par exemple, pour l'utiliser, eh ben, c'était un peu embêtant. J'ai un beau-frère qui est américain, qui n'aime pas du tout la France, et qui dit que la différence entre la France et les États-Unis, c'est que les Français ne lisent pas les modes d'emploi. Et c'est la raison pour laquelle il déteste ce pays. Je crois qu'il a tort, hein, je crois qu'il a tort. Mais peut-être qu'il y a quand même là deux cultures. Il y a les gens qui aiment bien lire les modes d'emploi avant, et il y a ceux qui aiment bien lire les modes d'emploi après, une fois qu'ils ont cassé les machines. C'est un peu la même chose d'ailleurs avec les romans et les préfaces de romans. Il y a des gens qui lisent les préfaces de romans avant. Il y a des gens qui les lisent après. Il y a des gens qui ne lisent jamais les préfaces de romans. Et il y a des gens qui ne lisent que les préfaces de romans. Je me souviens d'un jour où je faisais un cours à la Sorbonne et où je faisais un cours sur la lecture. Qu'est-ce que lire? Et je disais que lire un roman, c'est un petit peu comme ce que je décris, l'expérience d'une machine. On commence par être perdu, hands-on, et puis on devient peu à peu familier du roman. Et je disais, l'un des grands plaisirs de la lecture et de la littérature, c'est ce moment d'égarement. On ouvre un livre et on est égaré pendant un certain nombre de pages, et puis au bout d'un certain nombre de pages, on commence à reconnaître le terrain. C'est un territoire que l'on conquiert.
C'est comme ça que je vois les livres et la littérature. Ce sont des territoires que l'on conquiert, des paysages que l'on conquiert. Et l'un des grands plaisirs, pour moi, de la littérature, c'est cet égarement initial et ce sentiment de reconnaissance qui est acquis peu à peu. Et à la sortie, comme je terminais le cours, je donnais l'exemple de la recherche du temps perdu. Bon, la recherche du temps perdu, on commence du côté de chez Swann, pendant 30 pages, on est perdu. Et le narrateur est perdu, puisque c'est un récit de sommeil. Et le narrateur est perdu, si vous vous souvenez du début de la recherche du temps perdu, puisqu'il se réveille et il ne sait pas où il est. Il se réveille dans une chambre et il réfléchit. C'est ce moment de perte de l'identité où, quand on se réveille, on ne sait pas où on est. Je me réveille ce matin, suis-je à Paris, suis-je à New York, suis-je à Bucarest? Il y a ce moment d'égarement. Tout le début de la recherche est sur cet égarement initial. Et le lecteur fait l'expérience de l'égarement qui est décrit dans le roman, au moins jusqu'à la page 30, où intervient l'épisode fameux de la Madeleine, et où on commence à comprendre qu'il s'agira d'une exploration du passé à partir d'épisodes de mémoire. Alors je disais ça, le grand plaisir du roman, comme l'un des grands plaisirs de la vie, c'est d'être perdu. Si on n'a pas ce plaisir, je ne sais pas très bien pourquoi on lit. C'est le même plaisir qu'on éprouve lorsqu'on arrive dans une ville inconnue. Arrivé à Bucarest il y a 2 jours, où j'étais jamais venu, j'étais perdu. Au bout de 2 jours, je commence à me reconnaître, à savoir où est le nord, où est le sud, etc. Ce sentiment de familiarité, c'est un très grand plaisir. Et je disais ça, et à la sortie, un étudiant est venu me dire « Mais monsieur, moi, quand j'ai lu du côté de chez Swann, j'ai commencé par lire votre préface, alors j'ai tout compris. » Je lui ai dit « Écoutez, pauvre malheureux, vous avez tout perdu. Il ne faut jamais lire les préfaces avant. Peut-être les lire après, mais jamais avant de lire un livre. » C'est peut-être pourquoi je suis un mauvais professeur, parce que je voudrais que les élèves aient déjà lu le livre avant de venir. Bon, donc c'est un peu ça ma perspective sur le monde numérique, c'est de m'y intéresser comme à la géographie, comme à ces villes inconnues, comme à ces romans inconnus dans lesquels on pénètre peu à peu. Et je disais, ni technophile, ni technophobe, mais curieux et en même temps tentant de conserver une certaine distance à l'égard de ce monde numérique. Alors il y a une référence à Baudelaire, évidemment, petit spleen numérique. C'est les petits poèmes en prose de Baudelaire et le spleen de Paris. Ce sont ces 2 titres qui sont croisés dans ces petits spleens numériques. Et l'entreprise que je tentais, c'était un peu celle de Baudelaire par rapport à sa propre modernité technique ou technologique, comme on dit aujourd'hui. Baudelaire, qui en même temps est l'homme le plus passionné de la modernité contemporaine. La modernité contemporaine de Baudelaire, c'est la photographie, qui n'existait pas à sa naissance, c'est la presse, qui n'existait pas à sa naissance, c'est la ville, Paris, de Haussmann, qui a commencé un peu avant Haussmann, sous la monarchie de Juillet, le Paris moderne qui est apparu durant son enfance. Eh bien, Baudelaire avait cette attitude qui était à la fois de passion pour cette modernité de son temps et en même temps de résistance à cette modernité de son temps, c'est-à-dire cette volonté de liberté par rapport à cette modernité de son temps. C'est ce que j'avais appelé à l'époque son anti-modernité. Anti-modernité ne voulait pas du tout dire le refus de ce monde moderne, mais au contraire, la manière de conserver la bonne distance, l'ironie de Baudelaire
à l'égard de ce monde moderne. C'est un peu ce que j'aimerais conquérir à l'égard de notre monde numérique. Hein. L'ironie qui permet d'en être et aussi de ne pas en être complètement. La preuve que j'ai voulu ne pas en être complètement ce soir, c'est que, intentionnellement, pour vous faire une conférence sur le monde numérique, je n'ai pas voulu utiliser de PowerPoint pour voir si j'étais encore capable de faire une conférence sans PowerPoint, l'un des grands mots du monde numérique. Et le monde numérique nous donne des avantages, mais en même temps, il nous fait perdre des compétences. Il nous fait perdre sans cesse des compétences. Puis-je encore faire une conférence sans images? Puis-je encore écrire à la main? Puis-je encore, que sais-je encore? Puis-je encore utiliser une carte d'une ville sans utiliser Google Maps dans mon téléphone portable? Pensez à toutes ces facultés que nous sommes en train de perdre les unes après les autres. Et ce que nous gagnons, par ailleurs. Mais espérons que les avantages sont supérieurs aux inconvénients, les profits supérieurs aux pertes. Alors je voudrais, comme j'ai donné le titre « Vivre au numérique », essayer de conjuguer avec vous ce verbe « vivre au numérique » en prenant quelques exemples de ce que cela veut dire vivre au numérique. Et je conjuguerai donc quelques verbes dont le sens a changé avec le numérique. Et comme j'ai parlé de la lecture jusqu'ici, le premier verbe que je voudrais utiliser, c'est le verbe lire. Lire au numérique, qu'est-ce que cela veut dire dans notre culture? Bon, vous le savez, nous lisons tous de plus en plus sur écran, au numérique. Il y a un partage qui se fait entre lire des livres imprimés et puis lire des livres, lire des textes qui défilent sur un écran, que ce soit celui d'un ordinateur, d'une plaquette, d'une tablette ou d'un téléphone. On en parle beaucoup, on parle des avantages et des inconvénients. Dans la dernière période, on s'est beaucoup étonné de la croissance extrêmement rapide du livre numérique par rapport au livre physique, notamment en anglais, puisque très rapidement, on est arrivé à des taux de pénétration du marché qui, aux États-Unis, sont de l'ordre de 20% du chiffre d'affaires de la librairie qui est sous forme numérique. Croissance très très rapide en quelques années, depuis 2008, en gros. Les premières tablettes d'Amazon qui ont lancé le marché. Entre 2008 et 2013, on est passé de 0 à 20% du livre numérique. En Angleterre, on est arrivé à 15%, ce qui est considérable. Ce qui est considérable. Et tout le monde se demandait, il y a 1 an et demi, si ça allait continuer à croître à la même vitesse, c'est-à-dire si le livre physique, en une dizaine d'années, deviendrait non seulement minoritaire, mais marginal. Or, il y a eu beaucoup d'articles au cours de l'automne, en anglais, pour observer une sorte de, sinon déclin, du moins plateau. En 2014, les statistiques montrent que le livre numérique n'a plus augmenté. D'où, toujours, certains disent même
un peu décliné de l'ordre de 10%. Donc il serait passé de 20% à 18% en 2014. Cette statistique a beaucoup agité l'automne dernier aux États-Unis quand j'étais à New York. D'abord, beaucoup ont dit que cette statistique était fausse parce qu'elle avait été publiée par l'Association des éditeurs et que les éditeurs voulaient défendre leur marché et montrer que le livre numérique n'était pas en train de conquérir la totalité du marché et qu'en vérité, il ne concernait que les livres publiés par cette association des éditeurs, qui ne représentait que la moitié du marché, et que l'autre moitié du marché, qui étaient les éditeurs beaucoup plus spécialisés, non commerciaux, elle avait continué à croître de manière extrêmement rapide. Donc il y a une polémique qui n'a jamais été réglée. Est-ce que cette fin de la croissance du livre numérique ne concerne que l'édition commerciale, tandis que l'édition spécialisée continue de progresser à toute vitesse, ou bien s'agit-il d'un vrai plateau ou d'un vrai début de déclin? En France, quelles sont les statistiques du livre numérique aujourd'hui? En France, le marché était en 2013 de 4,1%, très inférieur aux chiffres américains. En 2014, de 6,4%, ce qui est très inférieur à ces 20% américains du marché. Il y a beaucoup d'explications à donner dans lesquelles on pourrait entrer. Mais là aussi, c'est une statistique globale qui concerne l'ensemble de l'édition grand public, hors les éditions spécialisées. Les éditions spécialisées, ce sont les éditions scientifiques, les éditions de la médecine, du droit, toutes les disciplines spécialisées, où, en France, le taux de pénétration du marché est 50%. 50% des livres spécialisés sont aujourd'hui sous forme numérique en France, tandis que c'est seulement, qu'ai-je dit, c'est seulement de l'ordre de... c'est de l'ordre de 3% pour le reste de l'édition. 3% pour le reste de l'édition, plus de 50% pour le livre spécialisé, ça fait de l'ordre de 6% pour la totalité. Ce que cela nous montre, bon, il y a beaucoup d'explications sur soit cette croissance très rapide, soit cette différence entre la France, l'Angleterre d'un côté, la France d'un côté, l'Angleterre et les États-Unis de l'autre. Alors je ne connais pas le taux de pénétration roumain du livre numérique, mais vous me le direz peut-être. La différence, c'est évidemment qu'il y a beaucoup moins de livres français accessibles sous forme numérique, et la différence, c'est aussi qu'il y a beaucoup moins de liseuses, comme on dit, qui ont été vendues. Et le résultat, c'est que, je crois, tout de même, nous sommes, pour la plupart d'entre nous, ce qu'on appelle des lecteurs hybrides. C'est-à-dire que nous avons pris maintenant, peu à peu, le pli de lire, je dirais, à la fois sous forme numérique et sous forme physique. Il y a certaines choses que nous lisons de préférence sous forme numérique et certaines autres choses que nous lisons de préférence sous forme physique. Par exemple, je parlais tout à l'heure avec je ne sais plus qui, ou une journaliste dans l'après-midi, je ne consulte et nous ne consultons presque plus de dictionnaires sous forme physique. Les dictionnaires sous forme numérique sont évidemment beaucoup plus accessibles. Je ne sais pas si vous êtes des usagers du Trésor de la langue française, comme je le suis. Le site du TLF
vous avez tous les dictionnaires français possibles et imaginables. Et vous en avez d'autres. Au point, c'est ce que je racontais cet après-midi, et je crois que je consacre une chronique à cela déjà il y a 2 ans, au point que l'on constate en France que les élèves du collège oublient actuellement l'alphabet, puisqu'ils n'en ont plus usage au-delà du cours préparatoire. On apprend l'alphabet lorsqu'on apprend à lire, mais dans le monde numérique, on n'a plus besoin de l'alphabet. Lorsqu'on cherche un mot dans un dictionnaire, on le tape. Lorsqu'on cherche quelque chose, on le tape dans Google et on a la solution. Et les enfants du collège n'ont plus besoin de savoir si M est avant ou après N. Alors la question, c'est évidemment, si on n'a plus besoin de l'alphabet, est-ce que ça libère des neurones pour d'autres activités? Par exemple des jeux, ou si ça libère ces neurones pour des activités aussi intéressantes que l'alphabet. C'est tout le débat. Mais vous savez que dans les collèges en France, je ne sais pas ce qu'il en est de la Roumanie, mais dans les collèges, avant d'oublier l'alphabet, on a oublié la règle de 3. Plus personne en France ne sait faire une règle de 3. C'est devenu une compétence inutile dans le monde contemporain. Évidemment, pour des gens de ma génération qui font du calcul mental, on apprenait beaucoup de calcul mental quand j'étais enfant. Vous pouvez tout faire en calcul mental. L'idée que les enfants ne puissent plus faire du calcul mental et des règles de 3, ou dit-on même de division. La division est devenue inutile. La division est devenue une compétence inutile dans le monde numérique. Ce sont des changements de grande importance. Donc, lire est très affecté par ce monde numérique et concerne, je crois, un partage qui s'est fait de manière de plus en plus... peut-être qui a atteint justement un plateau entre ce que l'on lit sous forme physique et ce que l'on lit sous forme numérique. Alors le numérique, certes, ne peut pas gagner si on pense au marché français. Je disais, il y a beaucoup de choses qui freinent le développement du livre numérique. Par exemple, le fait que le livre numérique est toujours plus cher que le livre de poche quand on a le choix. Lorsque vous avez l'alternative ouverte entre un livre sous forme numérique et un livre sous format de poche, passé en format de poche, le poche est toujours moins cher que le livre numérique. À peu près dans tous les pays, c'est pas seulement propre à la France. Or, lorsque vous possédez un livre physique, fût-il un livre de poche, vous pouvez le donner, vous pouvez le prêter, vous pouvez le léguer à votre mort. Le livre numérique, en vérité, vous ne faites que le louer. Une fois que vous l'avez lu, vous ne pouvez plus rien en faire. Vous oubliez même que vous le possédez, puisqu'il n'est pas à sa place dans la bibliothèque. Je ne sais plus quels sont les livres que j'ai achetés sous forme numérique, qui sont dans mes différents engins, puisque je ne les possède pas. Et en vérité, on peut dire qu'un livre numérique est très cher pour ce que l'on se procure réellement pour cette valeur, qui est simplement un droit de le lire et de le conserver dans sa plaquette sans pouvoir le partager. Autre objection, j'aimerais bien, quand j'achète un livre physique, pouvoir avoir en même temps le livre sous format numérique. Par exemple, si j'achète Guerre et Paix, et puis que je prends l'avion pour venir à Bucarest, j'aimerais bien ne pas devoir emporter le livre physique et pouvoir continuer ma lecture
là où elle s'est arrêtée dans l'avion, dans ma tablette. Or, semble-t-il, jamais nous n'aurons cette possibilité de vente couplée entre le livre physique et le livre numérique, parce que les éditeurs ne sauraient plus quelle est la valeur, à quel prix vendre le livre numérique, s'il devenait le simple accompagnement du livre physique. Donc il y a beaucoup de raisons qui freinent le développement, mais me semble-t-il, un certain équilibre est en train de se trouver pour le livre. Bien entendu, ce n'est pas celui de la presse, puisque dans la presse, il y a un basculement qui est en train de se produire et qui est à peu près fatal. Nous apprenons semaine après semaine qu'un titre nouveau est devenu complètement numérique. La semaine dernière, c'était le journal britannique The Independent qui a basculé complètement du format papier au format numérique. Un jour ou l'autre, cela risque d'être Libération, le premier des titres français qui pourrait passer au format intégralement numérique. Et je dois vous avouer que, quant à moi, je ne lis pratiquement plus de journaux que sous forme numérique. Très rarement sous format papier. Parce que les journaux, on ne les conserve pas. Les livres, on aime les conserver. Je crois qu'il est important de penser aux livres de poche. Lorsque le livre de poche est apparu, dans les années 50, beaucoup des intellectuels de l'époque ont condamné le livre de poche. Presque tous les intellectuels français ont condamné le livre de poche, en disant qu'avec le livre de poche, on aurait une culture de poche, une culture jetable. Le livre de poche, après l'avoir lu, vous le laissez sur la banquette du métro ou du train. Presque tous les intellectuels ont dit ça dans les années 50 ou 60. Dénoncer la culture de poche, à une exception près, qui était Jean-Paul Sartre. Il y a un numéro spécial des temps modernes sur le livre de poche en 1965, où la seule voix discordante, c'est celle de Sartre, qui dit « J'aime bien être lu en livre de poche ». Il est vrai qu'il ajoute « J'aime encore mieux être lu dans les bibliothèques de l'Union soviétique ». Mais à cette limitation près, il est le seul à ne pas émettre de réserve par rapport à cette culture de poche dite jetable. Et le résultat, c'est que j'appartiens à la génération du livre de poche, je suis un enfant du livre de poche. Tout ce que j'ai lu, je l'ai lu dans le livre de poche. J'ai lu Proust quand Proust est tombé dans le livre de poche. Et le résultat, c'est que comme tous les gens de ma génération, j'ai conservé les livres de poche de mon enfance avec leurs belles couvertures vulgaires, criardes, qui avaient l'air de mauvais films américains noirs des années 30. Souvenez-vous des couvertures mémorables de La condition humaine d'André Malraux ou de L'étranger de Camus. Tout le monde a ces images dans la tête de ma génération et jamais nous n'avons jeté ces précieux livres de poche. Donc faisons attention et ne condamnons pas trop vite le livre numérique. Il y aura une génération du livre numérique. Nous ne savons pas très bien ce qu'elle sera, mais tentons de ne pas reproduire cette condamnation de la culture de poche des années 1950-1960. Deuxième verbe que je voudrais conjuguer, c'est le verbe écrire. Nous écrivons tous avec des prothèses, des traitements de texte. Serais-je encore capable d'écrire un article à la main?
Probablement pas. Je suis encore capable de prendre des notes à la main. Je me promène avec des bouts de carton et un stylo bille pour écrire des notes si je pense à quelque chose. Mais depuis quand n'ai-je pas écrit une phrase entière à la main? Je pense depuis assez longtemps. Je me souviens du dernier article que j'ai écrit à la main. C'était en 1985. Ça fait 30 ans que je n'ai plus écrit quelque chose de continu à la main. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est une autre culture que celle-là. Je me souviens de conversations dans les années 80, à la fin des années 80, avec l'un de mes éditeurs, mon éditeur, qui est l'éditeur des Antimodernes, chez Gallimard, qui est Pierre Nora. Et Pierre Nora disait, quand je reçois un manuscrit qui est écrit au traitement de texte, je le sens, je le reconnais. C'est mauvais. C'est mauvais parce que ça a perdu sa forme. Un manuscrit au traitement de texte est informe, disait-il. Parce qu'un manuscrit écrit au traitement de texte, on peut toujours, je le reconnais dans les thèses des étudiants, on peut toujours le gonfler n'importe où. On peut toujours perdre l'argument parce que le traitement de texte favorise la digression. On sait aussi qu'il favorise le plagiat, le copier-coller. Le manuscrit écrit au traitement de texte est l'une des grandes sources du plagiat contemporain. En France, quand j'étais jeune, on ne parlait pas de plagiat. Parce que plagier, c'était pénible, il fallait copier à la main. Donc on ne recopiait pas des passages entiers. Et dès lors qu'il a suffi de copier-coller, on a commencé à parler de plagiat dans l'université française. Et on en parle beaucoup aujourd'hui. Bon, que penser de tout cela? Que penser de tout cela? Moi, je disais toujours à Pierre Nora, vous savez, il y avait des manuscrits informes avant le traitement de texte. Il y a toujours eu des mauvais manuscrits qui se perdaient en digression. Il y a toujours eu des manuscrits qui étaient capables d'expansion continue et de perdre leur argument. Pensez aux essais de Montaigne. L'exemplaire de Bordeaux de Montaigne, avec toutes ces additions marginales, et avant, les additions de Montaigne entre 1580 et 1588, c'est déjà du traitement de texte. Imaginez ce qu'aurait fait Montaigne s'il avait eu un ordinateur. Ça aurait été catastrophique. Imaginez ce qu'aurait fait Proust. Proust qui n'a jamais cessé d'ajouter des paperoles. S'il avait eu un traitement de texte, il n'aurait pas eu besoin de ces paperoles. Quand j'ai fait l'édition de Sodome et Gomorrhe, il y avait une paperole qui faisait 3 mètres, qui se déroulait dans l'un de ses cahiers. 3 mètres d'injection dans un manuscrit, avec le traitement de texte, ça aurait été encore beaucoup plus facile. Donc, là aussi, soyons très, très prudents dans notre diagnostic. Le traitement de texte peut être un instrument de brièveté et non pas de concision. En tout cas, c'est comme cela que je l'utilise. Le traitement de texte peut servir à aller vers la brièveté et non pas vers l'expansion, à réécrire et à réécrire et à réduire. Alors, ce que je dis à ce propos, c'est que c'est ce qui concerne une génération comme la mienne, pour qui la culture numérique est intervenue à l'âge adulte. En gros, j'avais 30-35 ans quand on est entré dans le monde numérique. Donc, je suis le produit d'une culture physique, comme on dit, la culture physique, la gymnastique.
Je suis le produit d'une culture physique, d'une culture du livre imprimé, d'une culture du stylo à plume, Mes premiers livres, chaque fois que j'ai écrit un livre, j'ai acheté un nouveau stylo pour écrire le livre. Lorsque j'ai écrit un livre sur Montaigne, première chose que j'ai faite, c'est d'aller acheter un nouveau stylo. Bon. Il y avait quelque peu de fétichisme dans ce stylo pour écrire un livre. Mais pour quelqu'un qui a appris à lire et à écrire dans le monde physique avant de passer au monde numérique, j'ai envie de dire c'est tout bénéfice. C'est tout bénéfice et le monde numérique permet d'accroître l'efficacité que l'on pouvait avoir dans le monde de la culture du livre et de l'écriture, du livre physique et de l'écriture manuscrite. Maintenant, il est très difficile de dire ce qu'il en est des générations qu'on appelle en anglais les digital natives, ceux qui sont nés dans le monde numérique et qui n'ont pas eu à basculer du monde ancien au monde numérique et de leur utilisation des mêmes instruments. Il est très difficile de dire ce qu'ils feront du livre numérique et il est très difficile de dire ce qu'ils feront de l'écriture numérique. Comme vous le savez, sans doute, dans un certain nombre d'États des États-Unis, l'écriture manuscrite cursive n'est plus enseignée. On n'apprend plus à écrire de manière liée. On n'apprend plus à écrire quand ce qu'on appelle en anglais le script, c'est-à-dire les lettres séparées comme les lettres de la machine à écrire ou du traitement de texte. Qu'est-ce que cela veut dire du point de vue mental que la perte de l'écriture cursive? Quelles sont les conséquences de cette perte? Alors, là aussi, il faut être très prudent, puisqu'après tout, nos graphies ne sont pas si anciennes. Et récemment, il y a quelques semaines, en préparant mon cours du Collège de France, là, sur le chiffonnier dont je parlais hier, je suis tombé sur les polémiques des années 1830 au moment de l'introduction de la plume métallique. Et au moment de l'introduction de la plume métallique en France, il y a à peu près les mêmes polémiques sur le traitement de texte aujourd'hui. Est-ce que la plume métallique détruira l'écriture et la littérature? Lorsqu'on écrit avec une plume métallique, on n'a plus besoin de réfléchir pour tailler sa plume d'oie régulièrement. Donc on écrira sans réfléchir, on écrira n'importe quoi. La littérature mourra de la plume d'acier. Flaubert n'a jamais écrit qu'à la plume d'oie. Et un jour où il est obligé d'écrire à sa nièce Caroline dans un café de Paris où il n'y a qu'une plume d'acier, il termine son mot en écrivant « merde pour la plume d'acier ». C'est l'attitude de Flaubert. Baudelaire n'a jamais écrit qu'à la plume d'oie. Hugo n'a jamais écrit qu'à la plume d'oie. Or, la plume d'acier est répandue à partir des années 1840 en France. Mais c'est la plume des gratte-papiers. Monsieur Arnoux, dans l'éducation sentimentale, écrit avec une plume d'acier. Mais Flaubert écrit avec une plume d'oie. Et Victor Hugo, une fois qu'il a terminé Les Misérables, il encadre, et c'est au musée Victor Hugo à Paris, les plumes d'oie avec lesquelles il a écrit Les Misérables. Il y a un cadre, il y a 6 plumes d'oie. Avec 6 plumes d'oie, il a écrit tous Les Misérables. Je pense que ce n'est pas possible, qu'il en a fallu beaucoup plus. Flaubert, sur son bureau, avait 200 plumes d'oie.
Et il était heureux de ces 200 plumes d'oie. Alors faisons attention, parce qu'on a dit à peu près les mêmes choses au moment du passage à la plume d'acier, au moment du passage à la dactylographie, lorsque Hemingway a écrit ses romans directement à la machine, cela a paru l'apocalypse. Eh bien, la littérature a continué. Maintenant, la littérature se fait au traitement de texte. Mon collègue du Collège de France, Yves Bonnefoy, est toujours devant son ordinateur. Je ne connais pas de, comment dit-on en français, d'addict, comment dit-on en français, un addict, je ne sais pas, de drogué, de plus grand drogué du numérique qu'Yves Bonnefoy. Quand on lui envoie un message, il répond sur le champ. Il est toujours derrière son ordinateur et il écrit ses poèmes au traitement de texte. Bon, faut-il pour autant penser que ce sont de moins bons poèmes? Je ne le crois pas. Donc, soyons prudents. Voici ce que quelqu'un écrivait en 1836. La plume de fer, c'est la honte, c'est le déshonneur, c'est le fléau des sociétés modernes. Enfin, je vous le dis, le monde ne mourra ni par la vapeur, ni par le gaz, ni par les ballons, ni par les chartes constitutionnelles, ni par les chemins de fer. Le monde mourra par la plume de fer. Alors faisons attention, ne disons pas que le monde va mourir à cause du traitement de texte. Un point que je voudrais encore évoquer, ou quelques-uns, mais je ne me rends pas compte du temps qui passe. Il passe, oui. Enseigner. En quoi enseigner a-t-il été transformé dans le monde numérique pour quelqu'un comme moi? Dans ce livre, il y a plusieurs des petits chapitres qui portent sur ce qu'on appelle les MOOCs. Je ne sais pas si c'est de Stanford. Bon, il est français, il enseigne à Stanford la robotique, c'est un grand spécialiste de la robotique. Et il me raconte qu'on vient de lancer à Stanford, cet automne-là, un MOOC. C'était le premier MOOC. Et sur ce MOOC, en quelques jours, si mes souvenirs sont bons, il y a eu 160 000 inscrits. 160 000 inscrits dans un cours offert en ligne. Et c'était donc l'enthousiasme à Stanford. On ne savait pas comment faire parce qu'il a fallu recruter des tas d'assistants pour gérer un MOOC. C'est associé à un forum, à un réseau social. Il a fallu recruter des tas d'assistants pour gérer ce monstrueux MOOC. Donc j'ai écrit un article qui s'appelait « La saison des MOOCs ». Et puis quelques semaines après, il y a eu un article dans le New York Times qui s'appelait « The Year of the MOOC ». Ils n'avaient pas copié mon titre, leur titre était bien meilleur, l'année du MOOC, comme on dit, l'année. Et on avait eu la même métaphore qui était le MOOC. Le MOOC, c'est un animal. Hein. En anglais on appelle une vache, c'est moo cow. C'est comme ça que les enfants appellent une vache. Donc il y a quelque chose dans le mot MOOC qui est très familier. Hein. C'est un animal familier que le MOOC. Donc c'était the year of the MOOC en anglais, c'est l'année du MOOC, comme il y a l'année du rat ou l'année du cheval. Et voilà, les MOOC ont été, pendant quelques mois, une année ou deux, un très grand espoir pour l'enseignement. Et là aussi, nous devons y réfléchir. Pourquoi il y a eu un tel enthousiasme pour ces cours massifs, ouverts, gratuits? La raison de fond, c'est parce que l'enseignement est l'un de ces domaines de l'activité humaine où il n'y a pas de gain de productivité, où le progrès technique n'a pas entraîné de baisse des coûts. Apprendre à lire à un enfant, cela prend autant de temps aujourd'hui
qu'il y a 1 ou 2 siècles. Il n'y a pas de gain de productivité dans l'enseignement. Ça fait partie de ces domaines, autrement dit, où, à la différence de la plupart des domaines de l'activité humaine, eh bien, cela coûte de plus en plus cher. Le progrès, au lieu d'entraîner une baisse des coûts, entraîne une augmentation des coûts, puisqu'il faut bien acheter des ordinateurs dans les écoles. Mais les ordinateurs n'augmentent pas l'efficacité de l'école jusqu'ici. Ce qu'on appelle les classes équipées, j'oublie comment on les appelle, classes numériques ou classes digitales, n'augmentent pas l'efficacité. Lorsqu'on va voir une classe de mathématiques sur ordinateur, ce n'est pas plus efficace qu'une classe où le professeur utilise un tableau noir et une craie. Mais c'est beaucoup plus cher. Autrement dit, le progrès technique, au lieu d'entraîner l'abaissement des coûts, entraîne l'augmentation des coûts. Le résultat naturel, c'est que les professeurs sont payés de moins en moins cher. La baisse relative du salaire des professeurs est liée au fait que c'est un domaine sans augmentation des coûts. On peut le comparer de ce point de vue, on compare parfois les professeurs aux coiffeurs. Les coiffeurs, c'est un domaine où il n'y a pas d'augmentation, il n'y a pas de gain de productivité. Ça prend toujours le même temps aujourd'hui de couper les cheveux d'un client qu'il y a 50 ans. Si ça prend moins de temps, c'est comme l'enseignement, c'est parce que c'est mal fait. Si on va plus vite, la coupe de cheveux est mauvaise. Si on va plus vite, l'enfant n'apprendra pas la règle de 3, ou n'apprendra pas l'accord des participes passés, des verbes pronominaux. Donc, il n'y a pas de gain de productivité dans l'enseignement. Et soudain, avec les MOOC, on a cru qu'on avait la solution magique, des gains de productivité. On pouvait enseigner à 160 000 étudiants d'un coup. Là, le résultat, c'est qu'au bout de 2 ans, on a beaucoup déchanté et on entend beaucoup moins parler des MOOCs aujourd'hui. L'idée, c'était qu'avec les MOOCs, on allait pouvoir démocratiser l'enseignement supérieur. Et que, en particulier, dans des pays où il n'y avait pas encore d'enseignement supérieur, on allait pouvoir passer directement à cet enseignement massif et numérique. Par exemple, en Afrique, où les universités sont insuffisantes, on allait pouvoir faire comme avec le téléphone. L'Afrique est largement passée directement au téléphone portable. Et tout se passe par le téléphone portable. Il n'y a pas eu à équiper en téléphone fixe, y compris aujourd'hui la banque. Les finances se passent par le téléphone et sont en avance sur l'Europe de ce point de vue, pour le téléphone portable. Toutes les transactions financières se font par le téléphone. Donc on allait pouvoir faire comme ça, on allait pouvoir sauter par-dessus les universités de brick and mortar. Les universités en dur, on allait pouvoir passer directement aux universités numériques, à l'enseignement numérique. De quoi on s'est aperçu au bout de 2 ans, c'est qu'il y avait un taux d'abandon des cours massifs gratuits qui est supérieur à 90%. Autrement dit, que très peu finissent ces cours. Et ce dont on s'est aperçu aussi, c'est que ceux qui finissaient ces cours, c'est ceux qui étaient déjà diplômés. Autrement dit, qui avaient déjà appris à apprendre en dur, physiquement. Et aujourd'hui, l'utopie de l'enseignement numérique massif est tout à fait abandonnée, dans la mesure où ce qu'on a compris, c'est que cela pouvait être un instrument
d'appoint pour ceux qui avaient déjà appris à apprendre à travers un diplôme physique. Et si vous regardez ce que sont devenus les MOOCs aujourd'hui, ils fleurissent dans la formation professionnelle, dans la formation dans les entreprises, parce que là, on a des participants qui sont motivés, qui ont déjà un diplôme et qui savent se débrouiller et dont l'enseignement a un débouché immédiat. Alors là, je voudrais ajouter ce que je disais par rapport à l'écriture ou à la lecture. Les MOOCs ne répondent pas à l'idéal initial, qui était de se substituer à l'université physique et de démocratiser l'enseignement. Ce n'est pas un instrument de démocratisation de l'enseignement pour le moment, mais nous n'avons certainement pas vu la fin de ces MOOCs et il y a certainement un avenir, mais nous ne savons pas très bien lequel pour cet enseignement numérique. Alors, je pourrais vous renvoyer ici aux cours du Collège de France. Les cours du Collège de France qui sont gratuitement accessibles massivement en ligne sur le site du Collège de France et téléchargeables sous forme du podcast, ne sont pas des MOOCs, puisqu'ils ne sont pas interactifs. Ce sont des cours magistraux d'1 heure, mais leur téléchargement est considérable, puisque l'an dernier, il a été à peu près de 20 millions d'heures téléchargées, et ça en fait le premier site de diffusion de la connaissance francophone. Donc, cela veut dire qu'il ne faut pas non plus vendre la peau de l'ours avant qu'il ne soit tué. Ne renonçons pas à ces cours magistrales. Et lorsque j'en parle avec mes collègues du Collège de France, je me dis que ne bazardons pas ces cours tant qu'ils sont encore une solution qui fonctionne. N'inventons pas tout de suite des objets numériques nouveaux. Il y a encore beaucoup de points que j'aurais voulu évoquer, mais j'en évoquerai rapidement un ou deux ou trois. Bon, je les réunirai. Tout ce qui a trait au corps, au fond. Dormir, marcher, suivre son corps dans le monde numérique. Il y a un autre rapport au corps qui est né du monde numérique, incontestablement. Je crois que dans le petit livre, il y a une rubrique sur ce qu'on appelle au Japon les otaku ou les ikikomori. Qu'est-ce que c'est que les otaku et les ikikomori? Ce sont les jeunes qui ne bougent plus de leurs prothèses, ordinateurs et autres. Et c'est une maladie de société au Japon. Mais on pourrait la rencontrer dans d'autres pays. En anglais, c'est ce qu'on appelle les couch potatoes. Les couch potatoes de la génération précédente, c'était ceux qui passaient leur vie devant l'écran de télévision. Bon, l'écran de télévision est mort, la télévision est finie. Peut-être que je parle un peu vite, mais bon, c'est fini la télévision. Les jeunes ne regardent plus la télévision. Les jeunes adultes, encore moins. Ils regardent Netflix, la télévision à la demande, et ils ne regardent plus les chaînes hertziennes, comme on les appelait, qui sont maintenant numériques. Donc, en anglais, c'est ce qu'on appelle les geeks, les nerds. Ce sont des garçons. Les filles sont beaucoup moins affectées par cette maladie, mais au Japon, c'est un mal social. Ces garçons jeunes adultes, qui ne sortent plus de leur chambre et qui passent leur temps devant leur écran d'ordinateur, de temps en temps commandent une pizza qu'on leur livre à domicile. Ça développe beaucoup les chaînes de nourriture à domicile. Et
qui ne marche plus. Il ne bouge plus. Alors, je parlais tout à l'heure de la marche et de la marche et du changement de la marche avec le monde numérique. Je disais que avec la marche, qui sait encore lire une carte de nos jours? Cette compétence dont nous n'avons plus besoin, puisque chaque fois que je suis arrivé à Bucarest il y a 2 jours, vous m'avez donné 2 cartes, je ne les ai pas ouvertes, ces 2 cartes. Chaque fois que je suis dans la rue, j'allume mon téléphone et je vois où je suis et où je dois aller. On n'utilise plus les cartes. Alors pour les gens de ma génération, ça n'a pas d'importance. Je sais lire une carte. J'ai toujours su lire une carte. J'ai jamais appris à lire une carte. Mais peut-être parce que j'avais un père qui était officier, c'était dans les gènes de savoir lire une carte. Ma plus difficile expérience pédagogique de toute ma vie de professeur, peut-être que je le raconte aussi dans le livre, je ne sais plus, c'est lorsque je faisais mon service militaire, et que j'étais jeune sous-lieutenant, et que je devais apprendre à une section d'instruction à marcher avec une carte d'état-major et une boussole. Bon, c'est il y a longtemps. Mais c'était un échec tragique. Tout le monde s'est perdu. Il y a 40 ans, déjà, aucun jeune Français de 18 ans moyen ne savait s'orienter avec une carte d'état-major et une boussole. Vous savez qu'on a dit que c'était la raison de la défaite de 1870. On a dit que la défaite de 1870 avait été causée par le fait que les troupes françaises s'étaient trompées parce qu'elles croyaient que le Rhin coulait vers le sud, comme tous les fleuves, qu'un fleuve devait couler vers le sud. Bon, ils se sont trompés. Et la défaite a eu lieu. Mais il y a toujours eu beaucoup de difficultés à lire une carte. Et bon, je ne vais pas entrer dans ce sujet de la lecture de la carte, parce qu'il y a beaucoup d'études qui sont faites sur la lecture de la carte, très intéressantes, sur les différences entre les hommes et les femmes, et la lecture des cartes, et le fait que les femmes ont beaucoup plus de mal à lire les cartes que les hommes. Et en ce moment, il y a des études qui sont faites très, très sérieuses par des neuroscientistes qui associent la lecture de la carte à un certain nombre de régions du cerveau qui sont en effet plus développées chez les hommes. Vous connaissez peut-être, c'est l'hippocampe, qui est la zone de la lecture de la carte et de l'orientation topographique. Vous avez peut-être entendu parler de cette étude extrêmement intéressante sur les chauffeurs de taxi londoniens qui ont un hippocampe plus développé que la moyenne en raison de leur entraînement dans la topographie et le sens de l'orientation. Donc le sens de l'orientation est lié à des régions particulières du cerveau. Donc notre usage abondant et excessif de Google Maps va avoir des conséquences sur la taille de nos hippocampes, et y compris ceux des chauffeurs de taxi de Londres qui font confiance à Google Maps. Donc voilà, le corps est très lié à ce monde numérique, y compris dans les régions de notre cerveau. Et nous sommes de plus en plus contrôlés par ce monde numérique. Ma montre connectée me contrôle. Elle m'envoie des impulsions régulièrement pour me dire que je suis assis depuis trop longtemps. Toutes les 50 minutes, elle me donne l'ordre de me lever, cette montre. Et si je ne le fais pas, le soir, j'ai une mauvaise note. Donc, nous sommes dans un monde où nous sommes constamment contrôlés. Cette montre contrôle mon sommeil. Elle me dit le matin combien d'heures j'ai dormi. Je peux constamment regarder les diagrammes qui mesurent mon pouls. Vous savez peut-être que je n'ai pas adopté
cette extension de l'application, mais elle peut contrôler la sexualité, hein, cette montre. Donc, nous sommes dans un monde où toutes les activités du corps sont contrôlées. La marche, le sommeil, tout est contrôlé. Et alors, je crois qu'il faut terminer en évoquant les risques qui sont les conséquences de cette affaire. Les risques qui sont les conséquences. C'est très bien de pouvoir contrôler son corps, se lever toutes les 50 minutes, c'est bon pour la santé, etc. Mais la grande inquiétude, c'est que toutes ces données, elles sont aussi connues par tout le monde. Elles sont connues par le NSA, comme on le sait depuis comment il s'appelle, j'ai déjà oublié son nom, Snowden. Depuis Snowden, nous savons que toutes ces données font partie du big data qui est dans les fermes de serveurs de l'Utah. Et qu'un jour, quelqu'un, s'il en a envie, pourra observer tout cela. Donc, on touche ici peut-être à la question la plus grave de ce vivre au numérique, qui est la transmission de toutes ces données, hein, la sécurité, et en particulier, puisque j'ai évoqué les données de la santé, la transmission des données qui concernent la santé aux assurances médicales. Il est à prévoir que d'un jour ou l'autre, les primes des assurances médicales seront fonction de toutes ces données que les compagnies d'assurance auront enregistrées sur votre taille, votre poids, votre rythme cardiaque, vos heures de sommeil, votre sexualité et tout le reste. Donc nous touchons ici à peut-être la question qui est la plus grave de se vivre dans le monde numérique, et vous savez que ces jours-ci, il y a ce débat en pleine actualité entre Apple et le FBI américain sur le décryptage du téléphone iPhone d'un terroriste en Californie qui a abattu 14 personnes. Apple refuse de créer un logiciel qui déchiffrerait ce téléphone portable, qui permettrait de déchiffrer ce téléphone portable, parce que ça permettrait de déchiffrer tous les téléphones portables à celui qui disposerait de ce logiciel. Le FBI demande ce logiciel, mais qui d'autre pourrait avoir accès à ce logiciel? Comme on le sait, les instances gouvernementales américaines ne sont pas très douées pour protéger ce qu'elles ont, comme de nombreux exemples nous l'ont montré. Donc on est dans un conflit qui est très important, très net entre sécurité et liberté dans ce monde numérique. Préférons-nous que le FBI puisse déchiffrer ce téléphone d'un terroriste, ou le coût, ou pensons-nous que le coût est trop élevé, puisque c'est toujours un calcul avantage-coût. Pensons-nous que le coût est trop élevé si le risque, c'est que quelqu'un puisse disposer de toutes les données qui sont sur tous les téléphones portables. Bon, j'arrêterai là. Pas beaucoup de temps, on prend un petit 15 minutes pour faire ça. Et puis je rappelle qu'après, si je ne me trompe pas, à l'extérieur, il y a 2 librairies qui sont présentes. Il y a Humanitas et Kiralina qui vous proposeront des livres du professeur Compagnon en 2 langues. Voilà. Est-ce qu'il y a une question ? On commence par un milieu de terrain. Bonsoir, Monsieur Compagnon. Laurent Coudert, journaliste. Ma question porte... Vous m'entendez ? Oui.
Ma question porte sur le temps. Le temps et vivre au numérique. Vous parliez de ces jeunes au Japon qui sont prostrés devant leur ordinateur. Vous venez de parler du risque d'un trop de surveillance par le numérique. Mais déjà, le principal danger n'est-il pas celui du temps précisément parce qu'on aurait peut-être tendance à le perdre trop facilement dans ce monde numérique. Vous parlez du plaisir de se plonger dans le moteur d'une vieille Renault 4, vous parlez du plaisir de la littérature, mais le plaisir du numérique, il est constant. Et c'est là où peut-être il n'est plus trop plaisant. Et donc, vous en avez parlé par petites touches, je dirais, mais moi, ce qui me concerne personnellement, toujours plus aujourd'hui, c'est le temps, ce que nous avons de plus précieux et qui, semble-t-il, nous est pris de plus en plus. Oui, on peut vous donner plusieurs lignes de réponse. Bon, c'est vrai que nous passons tous beaucoup de temps avec toutes ces prothèses numériques que nous possédons, qui nous entourent. Mais n'oublions pas qu'auparavant, le nombre d'heures passées devant la télévision était en moyenne considérable. N'oublions pas que l'homme a une grande faculté pour inventer des moyens de perdre du temps. Le jeu, beaucoup d'autres choses. Perdons-nous réellement plus de temps avec nos prothèses numériques? C'est toujours une question de calcul parce que nous en gagnons aussi beaucoup. Bon, l'un des chapitres que j'aurais voulu évoquer du changement de la vie numérique, bon, je l'ai laissé tomber, c'était le verbe rechercher. Bon, je suis un chercheur, maintenant je peux travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en ayant accès à toute la bibliothèque universelle. Avant, j'étais l'esclave des heures d'ouverture de la Bibliothèque nationale. Aujourd'hui, je peux faire 80% de mes recherches sur Gallica, le site de la Bibliothèque nationale que j'en profite pour vanter auprès de vous, puisqu'il est de très grande qualité. C'est pas si souvent qu'il y a des choses françaises de grande qualité, donc vantons Gallica, qui est très réussi. Bon, nous pouvons travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, si nous le désirons. Et parfois, il faut se retenir de le faire. Parfois, il m'arrive de rentrer chez moi vers 11h minuit, de me mettre à travailler et de chercher des livres sur Gallica. Donc, je parlais tout à l'heure de l'absence de gain de productivité dans l'enseignement. Pas de gain de productivité dans l'enseignement. En revanche, du côté de l'activité de recherche des professeurs, il y a eu d'immenses gains de productivité liés au monde numérique. Simplement, certains diront que toutes les recherches sont inutiles, donc leur efficacité n'est peut-être pas aussi grande. Mais si on donne de la valeur à cette recherche, elle est certainement plus efficace. Oui, on peut perdre beaucoup de temps, on peut aussi beaucoup en gagner. Je puis vous assurer que depuis que je ne lis les journaux, que je ne lis plus les journaux que sous forme numérique, je les lis beaucoup plus vite. Je gagne tout le temps que cela me prenait de tourner les pages pour ne rien lire, ou apercevoir seulement les titres. Non, nous gagnons beaucoup de temps. Nous gagnons beaucoup de temps. Nous sommes aussi capables d'en perdre beaucoup, mais je crois que nous pouvions en perdre. Je crois que nous savons perdre du temps. Comme disait Baudelaire, tuer le temps. Nous savons tuer le temps, même si c'est la chose la plus précieuse. Une autre question? N'hésitez pas, profitez-en.
Le quart d'heure n'est pas encore passé. Sans question. Je pense à un ou deux verbes que j'aurais aimé conjuguer, que je n'ai pas conjugués avec vous. Questions que je n'ai pas abordées, mais elles vont peut-être venir. Bonsoir, donc je m'appelle Alexandra Câță, je suis prof de français et je voudrais savoir quelle est votre opinion vis-à-vis de la perte de l'accent circonflexe. Vis-à-vis de La perte de l'accent circonflexe. Ah, la perte de l'accent circonflexe. Oui. Merci. Oui. La réforme de l'orthographe, hein, ça agite beaucoup la France contemporaine. Bon, que vous dire de cette réforme de l'orthographe? L'orthographe a une histoire, est très arbitraire. Quand vous lisez Montaigne, Montaigne écrivait avec une autre orthographe. Je recommande aujourd'hui à mes étudiants, quand j'enseigne Montaigne, de lire Montaigne dans l'édition qui est dans la langue de Montaigne, mais dans l'orthographe moderne, qui est l'édition de la Pochothèque, du livre de poche. Il n'y a pas d'adaptation au français moderne, mais il y a une orthographe modernisée, ce qui rend déjà la lecture beaucoup plus facile. Alors cette orthographe modernisée que nous utilisons jusqu'à la réforme de 1990, qui est optionnelle, je le rappelle, l'orthographe que nous utilisons, c'est une orthographe qui est celle de la Troisième République. Ce n'est pas une orthographe très ancienne. Lorsque j'ai fait l'édition critique de Proust, nous avons modernisé un certain nombre des orthographes de Proust. Proust écrivait grand-mère avec l'apostrophe, non pas avec le trait d'union. C'est pour la raison que lorsque l'on consulte le vocabulaire de Proust, qui a été publié dans les années 70, eh bien, on a l'impression que Proust n'a jamais parlé de la grand-mère, alors qu'elle est un personnage fondamental du roman. Mais grand-mère n'apparaît pas dans le vocabulaire de Proust parce que Proust écrivait grand-mère avec l'apostrophe, et donc l'ordinateur l'a raté. Bon, l'orthographe, c'est assez arbitraire. L'orthographe a une histoire. Il est vrai que pour des gens comme moi qui sont habitués à écrire événements avec un accent aigu, ça me crispe quand je vois événements écrits avec un accent grave. Quand je vois plateforme écrit sans trait d'union, ça me rend malade, oui. Quand je vois apparaître sans accent circonflexe, dans les thèses des étudiants de la Sorbonne, parce qu'ils sont déjà un certain nombre à avoir intégré ces orthographes, j'ai tendance à corriger rageusement. Bon. Mais je continuerai à mettre des accents circonflexes. Ils sont optionnels. Je devrais me battre avec le correcteur d'orthographe de mon ordinateur, qui, lorsque j'écris plateforme avec un trait d'union, me corrige. Donc je ne peux pas écrire avec l'orthographe que j'ai apprise, ou qui me corrige lorsque j'écris événement avec un accent aigu. Il me corrige. Donc je suis obligé de recorriger mon traitement de texte si je suis vraiment conservateur. Que vous dire? Les historiens de la langue et les linguistes sont parmi ceux qui acceptent le plus facilement cette réforme parce qu'ils savent que c'est une orthographe qui, au fond, assez récente que celle que nous sommes en train de défendre, qui a plein d'exceptions, mais nous en créons d'autres. C'est vrai que dans l'accent circonflexe d'hôtel,
de beaucoup d'autres mots. Il y a la rémanence d'un S. Oui, oui. Et en même temps, je crois que c'est un combat qui est assez perdu, dans la mesure où elle est largement déjà passée dans les mœurs, cette réforme, mais elle reste optionnelle, je vous le rappelle. Alors évidemment, comme à partir de l'an prochain, elle sera dans les manuels scolaires, l'option deviendra de plus en plus minoritaire. Mais je vous l'ai dit, les thèses qui sont écrites à la Sorbonne, aujourd'hui, par des gens que je respecte, hein, qui ont 25-30 ans, ils ont tendance à observer cette orthographe nouvelle comme leur correcteur d'orthographe automatique. Je suis désolé, nous allons devoir en rester là, parce que le professeur Compagnon a quelques obligations à 20h. Donc, je vous remercie beaucoup de votre présence. Et j'espère vous revoir bientôt pour d'autres conférences ou aventures, dirons-nous. Voilà. Merci bien.